Première bougie pour l'UDI, réunir les centristes, c'est comme conduire une brouette pleine de grenouilles. Elle saute dans tous les sens, c'est ce que disait François Bayrou il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, le patron du MoDem accepte la main tendue de l'UDI, un rapprochement qui crée malgré tout des tensions. Laurence Aïda Diop. François Bayrou, Jean-Louis Borloo, Hervé Morin. 3 hommes, 3 centres. François Bayrou est le démocrate chrétien. Son mouvement, le MoDem, il l'a construit autour de sa personnalité, en leader incontesté. Je me sens pas seul, je me sens au contraire avec une équipe solide, alors qu'il y a tant ailleurs d'équipes fragiles. Mais aujourd'hui, les têtes d'affiche sont parties, les adhérents aussi. Moins 20 000 en 6 ans, et au Parlement c'est pire. Plus que 2 députés et 7 sénateurs, quand l'UDI de Borloo, elle, fait le plein, devenue 3e force parlementaire avec près de 60 élus. Bienvenue à ceux qui viennent de familles historiques différentes. L'UDI, c'est 50 000 adhérents et la conjugaison d'une ribambelle de petits partis, avec une prise de guerre, le nouveau centre d'Hervé Morin. Jean-Louis Borloo et moi-même reconstruisons la famille centriste à travers l'Alliance. Nous avons toujours dit que nous ferions primer l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. Conjuguer les 3 centres, une alliance qui ressemble à s'y méprendre, à feu l'UDF. Alors, est-ce qu'on va la voir, la photo Borloo-Bayrou cette semaine? Je ne sais pas cette semaine, mais il y aura sûrement un jour une belle photo. Non, mais la situation est... Attendez, pourquoi on fait ça? Très franchement. Moi, si c'est... Refaire l'UDF? Non, mais en un an, il a fallu ramer, c'est pas simple. Non, mais attendez, pas juste pour... Parce que j'ai beaucoup de défauts, mais quand je m'engage, je fais, et j'ai un certain sens de l'état de mon pays. Je pense que les gauches ne sont pas en situation aujourd'hui de créer une vraie dynamique. Je pense que le parti unique du centre et de la droite, UMP, qui est notre partenaire, n'est pas en situation de répondre, qu'il n'y a pas d'alternative. Et aujourd'hui, que disent les Français? Tout simplement, écoutez, on ne va pas reprendre tout de suite ce qu'on vient de dire. Excusez-moi d'être un peu trivial, mais enfin, il faut quand même perdre de deuil. Puis en plus, on n'a pas l'impression qu'ils nous parlent à nous trop, quoi. Il y a l'impression qu'ils se parlent un peu entre eux. Et puis nous, on est quand même, plus de respect, plus de respect. Attendez, écoutez-moi, laissez-moi terminer. Et donc, pour qu'il y ait une alternative, il faut qu'il y ait une force qui soit puissante et crédible. C'est pour ça que j'ai fait il y a un an l'UDI, et j'ai toujours dit que j'irais jusqu'au bout. Et il manquait un petit frère, un grand frère, un moyen frère, comment vous l'appelez, qui est François Bayrou, qui a incarné cette famille, qui a été le président de l'UDF à l'époque, qui a incarné, qui a été candidat. Voilà, il y a des talents au MoDem. C'est notre boulot. En plus, c'est bien parce que... Sur le papier, je vous... Attendez. Non, mais de toute façon, ça mérite... Je veux dire, tout ça... Si c'est juste des gens qui vont bouffer ensemble, ça n'a strictement aucun intérêt. Non mais aucun. Si on est capable d'expliquer, comment on redresse, d'abord sur l'autorité, sur la justice, sur l'économie. Vous avancez trop vite, Jean-Louis Borloo. François Bayrou, oui. Vous vous souvenez qu'il a voté François Hollande? Oui, il y a je m'en souviens très bien. Vous vous souvenez? Oui, très bien. Je pense que même les troupes à l'UDI s'en souviennent. Ils voulaient faire battre Nicolas Sarkozy. Exact. Vous vous considérez comme un homme de centre droit? Mais j'ai pas considéré. Je pense que si pour l'instant la seule solution qui est présentée comme alternative au pays, c'est le Front National. Et comme moi, je ne suis pas pour qu'on débatte de la peine de mort, ni de l'IVG, ni de penser que la jeunesse soit sauvée par des frontières absolument partout, je pense que c'est notre boulot. Alors à nous de le faire, où on est capable, et on a la structure psychologique, idéologique et mentale, vraiment, mais d'incarner ça, ce dynamisme, cet oxygène, et des propositions faisables, pragmatiques, eh bien, on a de raison d'exister. Si c'est juste parce qu'on s'est réunis, chère madame, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et le fait que le MoDem est en partie, certains étaient plutôt alliés à la droite républicaine, au MoDem, d'autres plutôt à la gauche. Je pense des municipales. Non, mais c'est une richesse. Mais c'est une richesse. Comment on fait? C'est une richesse, mais c'est compliqué. Simplement, mais à condition d'être clair. Aujourd'hui, ce n'est faisable que parce que nous disons tous, nous, on n'a pas changé, que nous sommes dans l'opposition. Certes constructive, c'était la condition centrale. Le MoDem dit aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Ils ont quand même eu le droit d'avoir des opinions. Enfin, de quel droit? Il y a la moitié des Français qui ont voté pour François Hollande qui aujourd'hui ne voteraient pas pour François Hollande, d'après
qu'on entend dire dans la rue. Bon, donc excusez-moi, il y avait voilà une tentative, il y avait une forme d'apaisement, c'est derrière nous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui est devant nous. Eh bien, je trouve que c'est une richesse. Je peux poser une question? Je vous en prie. Merci. Un cas pratique. Quand l'UMP veut faire barrage au MoDem à Pau, vous faites des accords électoraux avec le MoDem. Dans le même temps, quand le MoDem gère la municipalité avec le PS à Dijon, comment est-ce que... Mais je réponds. Tout ce qui ressemble quand même à une incohérence, comment est-ce que tout ça, vous arrivez à le mettre ensemble pour le faire marcher dans le même sens, pour proposer des solutions au pays? D'abord, si c'était tout simple, on l'aurait déjà fait depuis très longtemps. Bon, non mais attendez. Est-ce que, en gros, ces familles qui sont modérées, sociales, pour l'économie de marché, qui ne croient pas aux extrêmes, est-ce qu'il faut que, parce qu'elles ont des difficultés, continuent à vivre les grenouilles, comme vous dites? Bon, je pense que non. Voilà, je pense que maintenant, il faut passer à cette étape-là. Il se trouve que maintenant, tout le monde est dans l'opposition. Alors, pratiquement... Comment ça va se passer entre vous? Attendez, il y a le sujet de Marseille, par exemple. Bon. À Dijon, il y a des gens qui ont géré avec le maire de Dijon. Comment ça se passe à Marseille? Parlez de Marseille, par exemple. Eh bien, à Marseille, c'est pas possible. Voilà, il ne sera pas possible qu'il y ait une alliance avec la gauche, d'une manière générale. Il faut que les choses soient... Il y aura un candidat UDI, il y aura un candidat UDI PS, ou une alliance Modem. Modem UDI ou en alliance avec eux. Mais la question, c'est est-ce qu'il y aura des alliances politiques nationales, Modem, la gauche? C'est ça la question. Puis après, il peut y avoir des cas particuliers, des individualités qui, parce qu'elles ont travaillé Moi, j'avais sur ma liste le patron du Parti socialiste, enfin du moins mon adversaire socialiste. Ça n'a pas été un drame absolu, ni pour lui, ni pour moi. Bon, il peut y avoir des cas particuliers. Alors, le cas de Dijon est un peu plus emblématique parce qu'il se trouve que le maire est par ailleurs président de groupe au Sénat. Donc c'est évidemment... Un petit sujet. C'est un sujet. C'est pour ça, mais qu'on prend le temps, puis on le met sur la table, les sujets, c'est nous qui en parlons. Bon. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à faire une alliance avec les gauches? Modem et UDI, je réponds, je ne vais pas parler de ce que j'ai bien compris de notre charte, la réponse est non. Est-ce que nous sommes automatiquement avec l'UMP, quoi qu'elle fasse? La réponse est non. Est-ce que c'est notre allié privilégié? La réponse est oui. Naturel, la réponse est oui, dès lors que c'est la droite république et humaniste. Et ça, François Bayrou, il a signé? Il n'a pas signé parce qu'on n'a pas signé, mais il est d'accord. Moi, je l'ai écouté ce matin chez un de vos confrères, ça n'avait pas l'air... Mais en même temps, reconnaissons que nous ne sommes pas des manichéens et que la France a besoin parfois de sortir de cet affrontement droite-gauche absolument systématique. Alors, on y vient, vous m'assurez une transition toute trouvée, à suivre naturellement le Front National, tranquillement mais sûrement. Le FN lisse son image, présente des nouveaux visages, jeunes et inconnus parfois sur le terrain. Le discours emprunte un peu à la gauche, un peu à la droite. Les mots qui heurtent sont gommés, en route vers la banalisation. Laurent Hirsch. Je suis la candidate pour le Front National qui va se présenter à Sète. À 5 mois des élections municipales, Marie-Christine Aubert entame sa campagne comme n'importe quel autre candidat. C'est pour un parti particulier? Oui, c'est pour le Front National. Je vous laisse. Au revoir. Il y a 4 ans, elle adhère au FN, entraînée par la personnalité de Marine Le Pen. Vous allez voter pour moi? Oui, bien sûr. Ici, j'ai un accueil absolument charmant partout. C'est vraiment très agréable de faire campagne pour le Front National à Sète. La veille, avec Jean-Marie Le Pen, elle présente les 33 candidats du parti pour les municipales dans l'Hérault. 33, c'est-à-dire 32 plus qu'en 2008. Un déploiement consécutif à la stratégie de Marine Le Pen. Le Front National a connu, dans la dernière année, on peut dire une explosion des adhésions et qui continue à un rythme très fort. Et par conséquent, maintenant, nous avons des candidats, et pas seulement des têtes de liste, mais aussi capables de faire des listes. Dans l'Hérault comme ailleurs, la banalisation du Front National semble peu à peu prendre forme. C'est devenu un parti comme les autres? En tout cas, c'est un parti qui compte dans la vie démocratique de manière absolument majeure. Est-ce que c'est... Mais bon, après, chacun peut qualifier les choses, mais c'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire redoutable. Il a régénéré ses candidats, une forme de jeunesse qui est faite, et il est cohérent y compris dans ses erreurs. Je veux dire, c'est un système cohérent. Si vous regardez sur le sujet de l'Europe, de l'euro, je veux dire, il y a une cohérence du Front National, que ça nous plaise ou pas. Moi, ça me plaît pas, mais je suis obligé
de considérer que c'est une force politique importante, majeure de notre pays. Elle l'a déjà été en d'autres circonstances. Il ne faut quand même pas oublier que le Front National a été à la présidentielle devant le chef du gouvernement, enfin, ancien chef du gouvernement de quelques heures, Lionel Jospin, qui est un homme honorable. Voilà. Ça veut dire quoi quand vous rappelez Toulon ça, a déjà été pris par le Front National. Bon, quand vous rappelez ça, ça veut dire, Jean-Louis Borloo, qu'il ne faut pas non plus trop en faire. On pourrait aussi rappeler qu'en 95, le Front National était à 15% à la présidentielle. On en fait trop sur le Front National ? Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Je ne parle pas des journalistes, je parle aussi de l'ensemble de la classe politique, moi, je qui le met systématiquement au cœur du débat. Moi, assez peu, pour être très franc. Non, mais assez peu. Parce que moi, mon ennemi, c'est le chômage, c'est la nouvelle pauvreté, c'est que l'État se barre, c'est la nouvelle organisation administrative du pays, c'est comment on simplifie, qu'on sorte du millefeuille administratif. Je veux dire, c'est pas ça. C'est-à-dire que je me lève pas le matin, il faut combattre. C'est pas, voilà, c'est pas mon combat. Alors, on parle de banalisation, mais Anne-Sophie Leclerc, tête de liste du Front National dans les Ardennes, a comparé Christiane Taubira à un singe. Elle a été exclue et sanctionnée au Front National. Réponse de Christiane Taubira, des propos rapportés dans le Dauphiné libéré aujourd'hui et également par France Bleu. On sait bien, donc, elle parle du Front National. C'est les Noirs accrochés aux branches des arbres à la mer, les homosexuels dans la Seine et les Juifs au four. C'est ça le Front National ? Alors, première remarque. La dame là dont vous parlez, oui, Anne-Sophie Leclerc, elle mérite d'être évidemment poursuivie. Excusez-moi, par le procureur de la République. Je veux dire, voilà. Il faut qu'il y ait des sanctions pour ces propos. Moi qui suis tous au Front National, j'observe qu'ils ont été, qu'elle a été exclue. Oui, elle a été sanctionnée. Oui. Heureusement, d'ailleurs. Bon. Alors maintenant, cette phrase-là, moi je refuse de commenter une phrase aussi terrible, parce que vous me dites, elle parle du Front National, enfin je ne peux pas commenter ça. La seule chose que je puisse dire à Madame Taubira, c'est que la blessure de ce qu'elle a entendu, je la comprends, totalement, mais elle est ministre de la République, et que ça oblige à prendre de la hauteur. Voilà. Parce qu'on n'est pas soi. On n'est pas soi. Quand on est le garde des sots, quand des sots disent des sotteries, voilà, on méprise. Mais on ne fait pas le jeu. Et une fois de plus, c'est vous qui rajoutez à ce contexte. Non, c'est pas moi, ce sont des propos rapportés dans le Dauphiné libéré par France 2. Et elle parle, alors je vais vous la faire en entier, elle fait référence donc à la dédiabolisation du Front National, etc. Et elle évoque ces propos qui sont rapportés par le Dauphiné libéré et par France Bleu. Vous n'avez pas souhaité les commenter en tant que tels, vous dites en tout cas à l'égard des Sceaux, faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est pour elle que je le dis vraiment. Oui. Allez, à suivre, l'inventaire impossible des années Sarkozy. L'UMP a enterré le sujet lors d'une convention cette semaine à Paris. Les principaux ténors qui avaient commencé à faire l'examen des 5 ans de Sarkozy ont boudé la réunion. Lise Barcellini et Pierre Dehorne. Il ne s'agit pas non plus de régler je ne sais quel compte personnel, ni avec Nicolas Sarkozy, ni avec François Fillon. D'abord parce que l'autoflagellation, ça ne fait jamais avancer les choses. Et ensuite parce que moi je n'accepte pas que certains fassent de la question du bilan une occasion de je ne sais quel règlement de compte. La lucidité, c'est de reconnaître les succès du quinquennat, alors qu'il est toujours de bon ton de voir le verre à moitié vide. Nous avons eu raison de faire de la lutte contre le communautarisme et la défense de la laïcité un axe majeur en décidant l'interdiction de la burqa dans l'espace public. La lucidité, c'est de voir que l'autonomie des universités était une excellente mesure. La lucidité, c'est aussi de reconnaître qu'il y a des réformes qui n'ont pas produit l'effet escompté. Je pense par exemple à l'exemple du RSA. De même sur la question du travail et des 35 heures. La détaxation des heures supplémentaires a été une excellente mesure qui a vraiment permis d'accroître le pouvoir d'achat de millions de salariés dans notre pays. Mais sur les 35 heures, l'intérêt supérieur du pays exige que pour l'avenir, nous allions plus loin. Vous souhaiteriez vous participer à un débat ou à une discussion sur les 5 ans de Nicolas Sarkozy et qu'est-ce que vous auriez à dire? Qu'est-ce que vous auriez changé? D'une certaine manière, j'ai moi-même pris mes responsabilités en quittant le gouvernement et en faisant l'UDI. Voilà. Mais je peux en dire néanmoins 2 mots.
Je veux dire 3 choses sur ce quinquennat. La première, c'est qu'elle était marquée par... le président n'a pas mesuré l'importance symbolique du fait qu'il ait été à la fois maire de Neuilly, le Fouquet's et un bateau. Quand la gauche gagne et qu'elle va dans les salons de l'Amérique latine, avec des petits fours et des champagnes partout, en plein quartier latin, bobo, ça ne gêne personne. Parce que c'est le maire de Tulle, d'une certaine manière. Alors qu'une brasserie sur les Champs-Élysées, quand c'est l'ancien maire de Neuilly, le caractère symbolique, c'est comme la nomination du président, des présidents des chaînes de télévision, il voulait sortir de l'hypocrisie, etc. Bon, M. Schramek est nommé par Hollande, enfin, tout ça, c'est des blagues quand même. Bon. Mais ça n'a pas été mesuré. Deuxièmement, le début de quinquennat a été extraordinaire. L'énergie qu'il y avait, les services minimums dans les transports, qui enquiquinait, mais tous les franciliens, tous les gens partout. La loi, effectivement, sur le voile intégral. Eh bien, et même en termes constitutionnels, le droit des citoyens, les droits de saisir le Conseil constitutionnel sur les lois. Il y a eu des choses très fortes. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, c'est la crise de 2008. Je ne parle pas de la crise économique. Le monde a failli basculer. Les banques occidentales ont failli déposer le bilan à de nombreuses reprises. Et du coup, le président qui donnait le là a été obsédé pendant 3 ans sur ce sujet-là. C'est vrai. Quoi, du coup, dans la non, mais et d'ailleurs, tout n'a été réglé que moins de 6 mois ou moins de 5 mois à la fin du quinquennat. Et comme le CM était un peu présidentialisé, bon, enfin, à côté de ce qu'on voit aujourd'hui, enfin, une plaisanterie quand même, parce que là, c'est pire que tout. Bon. Mais un certain nombre d'autres choses qui devaient être faites ont été moins visibles, moins portées, parce que cette obsession... Est-ce que on réalise bien qu'on a fini, tous les Français perdent leur épargne dans les banques, que la crise était occidentale, que la lutte contre les paradis fiscaux a été lancée à ce moment-là, la régulation financière. Or, vous savez, dans un cerveau, il y a des phénomènes obsessionnels. Et sauver ça a été son obsession. Mais est-ce que c'est vous diriez... de dire, vous voyez, assez honnêtement ce que je crois. C'est assez honnête. Est-ce que vous diriez, comme le dit par exemple Jean-François Copé, comme le dit aussi François Fillon, il aurait fallu aller plus loin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, aller plus loin. Ça veut dire aller au bout sur les 35 heures, par exemple, sortir définitivement des 35 heures, faire la fusion région-département, ce que propose par exemple François Fillon, quelque chose qu'on a entendu depuis très longtemps, mais il fallait aller plus loin, réformer davantage. Mais que cette droite-là ne voulait pas faire. Surtout François Fillon, en l'occurrence, si c'était son cas. Mais... il est mal placé pour donner des leçons? Non, je dis pas ça. Je dis quand on a été chef du gouvernement et qu'on a tout fait pour y rester, notamment en novembre 2010, c'est un peu surprenant d'expliquer que, justement, pourquoi il n'a pas claqué les portes à l'époque. Bon, non, mais on ne va pas rentrer dans ces affaires-là. Ce que je pense, c'est que, vous savez, les quinquennats, ils sont marqués par des... Il y a l'Europe, il y a le mur de Berlin, il y a des moments forts. Et là, il y avait la crise. Il y a eu la crise. Bon. Ça n'excuse rien, c'est pour ça qu'il faut travailler, parce que depuis... Vous savez, même les 35 heures, le monde a changé, vous avez le télétravail, c'est un peu des sujets dépassés. Le coût, la compétitivité, ça, c'est pas un sujet dépassé. Alors, Bastien Hugues maintenant, pour les réactions et les commentaires des téléspectateurs. Bastien. Oui, bonjour Jean-Louis Borloo. On a entendu vos très nombreuses critiques à l'égard de l'actuelle majorité et je peux vous dire que ça agace beaucoup d'internautes sur Twitter. On vous qualifie de donneur de leçons et vous avez été ministre pendant 9 ans. Écoutez cette question qu'un téléspectateur vous pose sur Facebook. Pourquoi les politiques trouvent-ils toujours les solutions quand ils ne sont plus au pouvoir? Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, j'ai eu en charge Valenciennes. Alors demandez à votre téléspectateur qu'il appelle les lanceurs pour savoir s'il pense que c'était un peu mieux après. J'ai ensuite été en charge des banlieues françaises qui étaient dans un état urbain scandaleux. On avait des émeutes tous les jours. J'ai imaginé piloter un programme de 40 milliards, 200 000 logements pour ces banlieues. Bien, pas bien. Je ne dis pas qu'un autre aurait fait moins bien. Enfin, j'étais en charge de ça. Ensuite, j'étais en charge comment mobiliser la société française, ça s'appelait le Grenelle de l'environnement. Ce que vous voulez dire que c'est co-responsabilité, vous avez avancé. Les 3 missions. Il y en a une 4e,
Chirac m'avait confié l'emploi, de la cohésion sociale. J'ai pris à 10,2, je l'ai rendu à 7,7. Alors, je ne critique pas, je vous dis que notre président, qui est notre président légitime, il doit aujourd'hui réfléchir un tout petit peu à cette situation-là. Voilà. Autre question, Bastien. Ouais, on a beaucoup reçu de questions sur vous et sur François Bayrou. Ce dernier, justement, après avoir voté François Hollande à la dernière présidentielle, se dit aujourd'hui ouvert avec des alliances, à des alliances avec l'UMP aux prochaines élections. Question sur Facebook, ne trouvez-vous pas que M. Bayrou est, je cite, une girouette? Mais comme tous les Français qui ont voté de bonne foi pour le programme de la gauche ou François Hollande, je veux dire, Dieu merci, la vie évolue, les gens évoluent. La question c'est, est-ce que quelqu'un comme lui et ses amis, parce qu'il n'est pas seul, apporte au débat politique, est-ce qu'ensemble on peut présenter une nouvelle offre? Bon, c'est la seule question posée. Alors chacun a à s'expliquer sur ses choix antérieurs. Vous savez, quand vous avez fait longtemps, vous trouverez toujours ou une phrase, ou une attitude, ou un comportement qui est dans le temps, qui a évolué. Je veux dire, c'est malheureusement les choses de la vie. Mais je pense que c'est sain de ne pas laisser ce qui apparaît aujourd'hui comme seule alternative, le Front National. On pourrait citer cette phrase d'Edgar Faure qui dit « c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent ». Par exemple. Hein? Mais c'était un radical. Allez, alors, une autre question justement au sujet de ces alliances avec le PS ou l'UMP. La force du centre ne serait-elle pas de cesser une bonne fois pour toutes toute alliance avec d'autres partis, au premier comme au second tour? Est-ce que par exemple vous souhaitez qu'en 2017, si le candidat du centre n'est pas au second tour, il ne soutienne aucun autre candidat? C'est tout le débat de la Ve République. Au fond, les gens ont envie de ce centre équilibré, à la fois moderne, républicain, humaniste. Les gens, au fond, est assez pragmatiques. Et en même temps, la machine de la Ve fait que les premiers tours, c'est toujours les gens qui sont plus aux extrêmes qui gagnent souvent le premier tour. Donc c'est toujours une question très difficile, cette question du centre. Mais je pense qu'il faut à la fois qu'il y ait une autonomie, mais on ne va pas raconter aux gens qu'on n'aura jamais d'alliance. Et je pense qu'il vaut mieux, s'il doit y avoir des alliances, qu'on le dise avant, avec qui, qu'après. Mais sur votre question présidentielle, je pense que vous avez raison. Alors une autre question présidentielle sur France TV Info. Y aura-t-il une primaire ouverte au centre en 2016 pour départager Jean-Louis Borloo et François Bayrou? Ou une autre ou un autre. Ou un autre. Oui, non, mais il y aura forcément une primaire. Il y aura forcément une désignation. Mais il y aura forcément une désignation démocratique. Est-ce que ce sera une primaire? Je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot primaire. Si ouverte à tout le monde, pas aux seuls adhérents. Ça serait mieux si on a les capacités de le faire. Voilà, c'est la seule sur une présidentielle. En tout cas, c'est pas acté pour l'instant. Qu'il y a un processus de désignation démocratique, si. Quel est le périmètre? Pour l'instant, c'est pas... Non, ça n'a pas été acté. Merci beaucoup, Bastien. On reste justement dans la question des primaires, avec les primaires qui ont lieu en ce moment même à Marseille. Samia Ghali contre Patrick Mennucci. Les socialistes qui sont en train de voter. Est-ce que vous pensez que l'un des deux peut ravir Marseille à la droite? C'est à moi que vous posez la question? Bah oui. Fichtre. Fichtre. Moi, j'adore Marseille, mais là, vraiment, je ne suis pas spécialiste. Elle vous intéresse, cette primaire? Ah oui, je trouve ça intéressant. Je trouve que cette primaire est intéressante. Et un des deux candidats qui vous intéresse davantage? Moi, j'ai une tendresse personnelle pour Jean-Claude Gaudin. Bon, très bien. Donc, je ne vais pas commenter. Allez, un photomontage qui peut-être va vous amuser. Regardez, François Fillon s'est glissé dans la peau de grands hommes, de Gaulle à Sarkozy en passant par Balladur et Philippe Séguin. C'est Marianne qui fait ça cette semaine. Le grand flou, titre Marianne. Vous le trouvez crédible dans lequel de ces personnages? Ah, Balladur. Lequel? Ah, c'est Édouard Balladur en haut à droite. Oui, enfin, c'est dans le. Je pense que c'est. Oui, que c'est là que je le retrouve le mieux. C'est là que ses sourcils prennent la meilleure place. Et le grand flou dans la. Pardon? Le grand flou. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on a un peu perdu François Fillon? C'est ce que dit cet article de Marianne qui illustre... Je ne m'autoriserai pas. Bon, vous ne vous autorisez pas. On a été ministres ensemble, il a été chef du gouvernement. Je ne suis pas là pour ce genre de choses, franchement. Bon. Une photo d'un château, c'est Souzy Labriche, et c'est le château, on apprend ça dans le JDD aujourd'hui,
Donc un château qui a été rénové pour le Premier ministre. C'est là que quelquefois Mazarine allait passer du temps. Est-ce que vous pensez que ça choque les Français, ça, où ils sont habitués à ce que, au fond, au sommet de l'État, on ait quelques avantages, comme celui de bénéficier d'une propriété comme celle-ci? J'imagine que c'est quelque chose qui est mis à la disposition du président ou du chef du gouvernement de manière traditionnelle. Bon, je sais pas, si vous voulez, je pourrais éventuellement être choqué, mais je n'ai pas envie, étant un responsable politique de l'opposition, d'utiliser ce genre d'argument à l'égard du Premier ministre. Voilà. Surtout que, franchement, de ce point de vue-là, plutôt le sentiment qu'on a un Premier ministre assez sobre. Bon. Ouais. Enfin, vous voyez, donc... C'est pas là-dessus que vous le critiquez, en tout cas. Non, voilà. non. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo, d'avoir été notre invité. C'est la